Vous rêvez. Vous bâtissez. Vous persévérez. Et vous réussissez. Fiers d'aider les compagnies canadiennes à réussir à l'échelle internationale. Bonjour. Que vous travaillez pour votre compte ou celui de quelqu'un d'autre, vous excellez sans doute dans vos activités. Et, si ce n'est pas encore le cas, vous y parviendrez à force de persévérance. Vous savez quoi faire pour transformer les facteurs de production en facteurs de produits finis. Vous connaissez les éléments susceptibles de vous ralentir et ceux qui sont capables d'améliorer ou d'accélérer les résultats. Autrement dit, vous vous trouvez devant votre arbre et vous le connaissez très bien. Aujourd'hui, nous allons vous aider à vous écarter un peu de cet arbre et à regarder les autres arbres autour de vous. Qui sont-ils? Que font-ils? Qu'est-ce qui peut les ralentir et qu'est-ce qui peut améliorer leur travail? Nous allons donc observer les autres arbres dans la forêt du commerce international. Si vous observez la forêt, vous remarquerez d'abord une clairière. Vous verrez deux arbres, un à l'entrée de la clairière et l'autre à la sortie. Nous appellerons le premier arbre l'arbre acheteur. S'il y a un arbre acheteur, il est facile de deviner le nom de l'autre arbre. C'est un arbre vendeur. Cela dit, comme notre sujet porte sur le commerce international, nous baptiserons l'arbre vendeur l'arbre exportateur. En vous rapprochant, vous apercevez deux sentiers parallèles entre les deux arbres. Sur l'un passent les biens et services vendus par l'exportateur à l'acheteur. Et sur l'autre, le paiement pour les biens et services dont l'acheteur s'est porté acquéreur. Entre les deux sentiers, une enseigne explique la transaction entre les deux parties. C'est le contrat. Le contrat décrit la transaction. Il est accepté par l'acheteur et l'exportateur. Il donne une description du bien ou du service vendu. Il divulgue l'identité de l'acheteur et du vendeur. Il précise la date de la transaction, fixe le prix, explique les modalités de paiement ainsi que les modalités et conditions de livraison et met aussi en évidence les conséquences en cas d'insatisfaction de l'acheteur, etc. On établit un contrat pour une simple transaction telle que l'achat d'une paire de chaussures, c'est-à-dire la facture, ou pour une transaction complexe telle que la construction d'une centrale nucléaire. Dans ce dernier cas, le contrat s'accompagne d'un ou de plusieurs documents contractuels qui peuvent faire plusieurs dizaines de centimètres d'épaisseur. Le commerce compte donc 5 composantes essentielles. Et nous parlons ici du commerce international, car une frontière sépare l'exportateur et l'acheteur. Il y a l'exportateur, l'acheteur, les biens et services vendus, le paiement et le contrat qui atteste la transaction. Voilà, c'est aussi simple que cela. Associé à l'arbre acheteur est un autre sentier qui mène à la source du financement. Il s'agit des fonds disponibles pour l'achat d'actifs comme de l'équipement, des bâtiments, des stocks et des services. Les entreprises peuvent utiliser différentes sources de financement, mais toutes les sources ne sont pas à la disposition de toutes les entreprises. La disponibilité des fonds dépend de nombreux facteurs tels que la taille de l'entreprise, son stade de développement, sa rentabilité, son secteur, sa capacité à donner des actifs en garantie, etc. Alors, pour acquérir des actifs, une entreprise pourrait avoir accès, par exemple, aux banques, aux investisseurs, au marché des obligations, aux profits et aux fournisseurs. Maintenant que la transaction est bien établie et que nous disposons des fonds nécessaires pour payer pour les biens et services, parlons d'un aspect intéressant de la transaction qui est la principale raison derrière l'existence de nombreuses institutions dans le secteur des services financiers, notamment l'entreprise pour laquelle je travaille, Exportation et Développement Canada. En effet, toute une industrie est née pour réduire les risques associés à cet aspect intéressant, à savoir le fait que les mouvements ou les flux sur les différents sentiers ne sont pas synchronisés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas lieu en même temps. Un malaise provient des flux asynchrones et chaque partie veut réduire ou éliminer ce malaise. Voici un exemple pour l'illustrer. Le propriétaire d'une marina de la République étrangère s'est rendu au Canada pour négocier l'achat d'un voilier. Celui-ci
est construit par un petit fabricant de voiliers qui se trouve à proximité du lac Ontario, dans la région de Kingston. L'acheteur a rencontré le fabricant canadien au Toronto International Boat Show et a essayé le voilier sur le lac Ontario. Il est disposé à en acquérir un pour sa marina. Le fabricant de voiliers informe l'acheteur que le prix de vente du voilier s'élève à 300 000 $ et qu'il faudra 6 mois pour le construire. Le fabricant entreprend la construction d'un voilier seulement une fois que la commande est passée. Cette stratégie se justifie d'abord par le coût de 250 000 $ pour la construction du bateau, puis par les éléments sur mesure demandés par chaque client. Les négociations commencent, les positions initiales sont éloignées l'une de l'autre. L'acheteur préférerait payer à la livraison du bateau après l'avoir essayé pendant quelques semaines dans sa marina et dans les eaux locales. Le voilier sera-t-il aussi rapide que promis? La voile résistera-t-elle au vent puissant? La menuiserie sera-t-elle d'aussi bonne qualité que celle du modèle dans la salle d'exposition? La coque sera-t-elle de la bonne couleur? Cette petite entreprise canadienne sera-t-elle en mesure de terminer le voilier dans le temps promis et sans dépasser le budget? L'acheteur n'a jamais fait affaire avec ce fabricant et pour éliminer tous les risques, la meilleure solution pour lui est de payer après satisfaction de la marchandise. De son côté, l'exportateur préférerait recevoir la totalité du paiement en amont. Il ne dispose pas de 250 000 $ pour payer le matériel, la main-d'œuvre et les autres dépenses liées à la construction du voilier pendant 6 mois. Il ne connaît pas très bien cet acheteur et craint que celui-ci change d'avis pendant les 6 mois de construction. Il se retrouverait alors avec un voilier personnalisé qu'il tenterait de revendre à quelqu'un d'autre. Une autre inquiétude est la solvabilité de l'acheteur. Pourra-t-il payer pour son achat dans 6 mois? La meilleure façon pour éviter tous ces désagréments, de pouvoir assumer les coûts de construction et de réaliser un bénéfice sur la transaction, est de demander le règlement total en signant le contrat. Si chaque partie s'entête et n'est pas disposée à envisager des solutions pour éviter les malaises, aucun contrat ne sera signé. Fort heureusement, l'acheteur veut bel et bien ce voilier et l'exportateur souhaite vraiment conclure cette vente. Les négociations s'engagent donc. Les deux parties s'entendent finalement sur les modalités de paiement suivantes. 3 versements échelonnés auront lieu, à savoir un premier versement de 100 000 $ à la signature du contrat, il s'agit d'un acompte, un deuxième versement de 100 000 $ à la livraison du voilier et un troisième versement de 100 000 $ 2 mois après la livraison, ce qui permettra d'essayer le voilier dans différentes conditions. Grâce à l'acompte de 100 000 $, l'exportateur a résolu en partie 2 problèmes. Tout d'abord, il sait que l'acheteur est relativement sérieux dans sa démarche. J'expliquerai plus tard pourquoi j'ai dit relativement. Ensuite, il a trouvé une partie du 250 000 $ nécessaire à la construction du voilier. Il a encore besoin de 150 000 $ de plus pendant la période de construction de 6 mois pour acheter du matériel, payer ses employés, chauffer son bâtiment ou autre. Comme la construction du voilier coûtera 250 000 $, l'exportateur a besoin de 150 000 $ de plus pour les 6 à 8 prochains mois, jusqu'à réception des 2 derniers versements de l'acheteur. Souvent, la solution est une marge de crédit offerte par l'institution financière de l'entreprise, donc une banque ou une caisse populaire. Comme il s'agit d'un besoin à court terme, le financement sera aussi à court terme. L'échéance d'un financement dépend généralement de la durée de vie utile des actifs financés et donnés en garantie au prêteur. Voilà pourquoi il est possible d'emprunter sur 30 ans pour une maison, mais seulement sur 5 ans pour une voiture qui a une durée de vie utile plus courte. Si l'emprunteur ne peut pas rembourser la dette, l'institution financière saisira l'actif donné en garantie pour le vendre et ainsi récupérer l'argent du prêt. Dans le cas présent, l'exportateur se rend dans une institution financière pour obtenir un prêt à court terme de 150 000 $. Il doit apporter le bilan de son entreprise à cette réunion. Comme il s'agit d'un risque à court terme, l'institution financière demandera des actifs à court terme comme garantie. Alors, si l'exportateur ne peut pas rembourser le montant du prêt, elle pourra alors les saisir et les vendre pour récupérer le montant en souffrance. En règle générale, les institutions financières au Canada évaluent de la même façon la valeur des actifs à court terme de l'entreprise et permettent celle-ci à emprunter un certain montant en fonction de cette valeur.
Sur le bilan, les actifs à court terme sont généralement les liquidités, les comptes clients, les stocks et les travaux en cours. Les comptes clients représentent les montants que l'entreprise doit recevoir de récentes ventes. Dans le cas présent, les stocks sont des matières premières et des pièces prévues pour le produit fini, telles que la fibre de verre, les planches d'acajou, les goussets, les écrous et les boulons. Les travaux en cours correspondent au matériel, aux pièces et à la valeur du travail dont la transformation a déjà commencé pour donner un produit fini. Dans le cas d'une marge de crédit opérationnelle, une institution financière permet habituellement à une entreprise d'emprunter jusqu'à 75 % de la valeur des comptes clients domestiques qui datent de moins de 90 jours. Dans le cas présent, 75 % de 800 000 $. 0 % de la valeur des comptes clients étrangers, soit dans notre cas 0 % de 200 000 $, 50 % de la valeur des stocks, soit 50 % de 500 000 $, et 0 % des travaux en cours, soit 0 % de 500 000 $. Alors, d'après le bilan le plus récent de son entreprise, l'exportateur pourrait alors emprunter jusqu'à 850 000 $. À supposer qu'il n'ait pas emprunté le montant total, il pourrait obtenir à même cette marge de crédit les 150 000 $ nécessaires pour honorer le contrat. Comme le problème du financement de la construction est maintenant résolu, l'exportateur peut commencer les négociations avec les fournisseurs. De nouveau, on retrouve les mêmes caractéristiques d'une transaction. L'exportateur devient l'acheteur et les fournisseurs vendent des pièces pour le produit final. L'acheteur paie pour les biens et services et la transaction est expliquée dans un contrat. Il existe deux fournisseurs pour les éléments principaux, le moteur et la voile. Le moteur et la voile coûtent 25 000 $ et 50 000 $ respectivement. L'acheteur souhaite qu'un moteur EngineCo soit installé sur le voilier. L'exportateur n'a jamais eu de relation commerciale avec EngineCo. Il s'agit d'une grande entreprise et la meilleure affaire que l'exportateur peut négocier avec EngineCo est une vente contre remboursement. Afin de ne pas puiser 25 000 $ dans la compte de 100 000 $ et de ne pas verser d'intérêt sur les montants empruntés au moyen de la marge de crédit, l'exportateur décide de rapprocher le plus possible la date de livraison du moteur de celle du voilier. L'exportateur a une plus grande marge de manœuvre avec le fournisseur de la voile. Ce fournisseur est un de 3 petites entreprises de la région qui fabriquent des voiles de très grande qualité. Ce fabricant de voiles a très envie de signer un contrat avec l'exportateur et espère en signer d'autres par la suite. Cependant, l'exportateur exige des modalités de paiement très contraignantes. Aucun paiement jusqu'à réception du dernier versement dans 8 mois. Cette condition permet d'assurer de la solidité de la voile pendant la période d'essai exigée par l'acheteur. Les coûts de fabrication de voiles s'élèvent à 40 000 $ pour la toile, le fil, la main-d'œuvre, le chauffage, l'électricité de l'usine, etc. Le fabricant de voiles ne dispose pas de 40 000 $ pour assumer les coûts de fabrication. Il doit donc également trouver une source de financement à court terme pendant les 8 mois avant réception du paiement. Tout comme l'exportateur auparavant, le fabricant de voiles se rend dans son institution financière. Celle-ci évalue les actifs à court terme de l'entreprise pour voir si elle peut accepter la garantie donnée en contrepartie d'une avance de fonds. Si elle ne peut obtenir de marge de crédit, l'entreprise devra peut-être donner d'autres biens en garantie ou bien trouver un autre prêteur qui serait peut-être un membre de la famille. Dans notre exemple, l'exportateur dispose désormais du financement nécessaire pour assumer les coûts de construction du voilier et s'est entendu avec ses fournisseurs. Cela dit, le contrat ne peut pas encore être signé. Revenons aux modalités de paiement négociées avec l'acheteur. Dans le cadre du premier versement, l'acheteur a consenti à verser à l'exportateur un acompte de 100 000 $. C'est une très bonne nouvelle pour l'exportateur, mais certaines conditions s'appliquent. L'acheteur est disposé à verser cet acompte seulement si l'exportateur peut lui garantir le remboursement de cette somme en cas d'insatisfaction avec le voilier. Autrement dit, si les modalités du contrat ne sont pas respectées, l'acheteur veut récupérer son acompte. L'acheteur a besoin d'une garantie que l'exportateur accomplira sa tâche comme prévu. Le type de garantie que l'acheteur recherche est assez particulier. Pour lui, la garantie recherchée débute par la confirmation d'une institution financière dans son pays.
La banque locale confirmera à l'acheteur qu'il peut être remboursé. L'institution financière de la République étrangère consent à lui apporter cette confirmation seulement si elle reçoit une confirmation similaire d'une institution financière canadienne analogue. L'institution canadienne, elle, donnera cette confirmation à condition que l'exportateur lui donne des actifs de valeur suffisante dans le cas où il doit débourser sur la garantie. L'instrument financier utilisé habituellement dans ces cas-là est la lettre de crédit. Il s'agit d'un instrument de remboursement sur demande. Autrement dit, tout ce que l'acheteur doit faire pour être remboursé de son acompte de 100 000 $ est d'appeler son institution financière locale. La Banque de la République étrangère communiquera alors avec la Banque canadienne, qui transférera immédiatement les fonds vers la République étrangère, sans condition. Au déblocage des fonds, la Banque canadienne sera remboursée par l'exportateur, généralement avec les actifs à l'appui de la lettre de crédit. En règle générale, la lettre de crédit est appuyée par les actifs qui servent également de garantie à la marge de crédit. Une partie de la marge de crédit est donc bloquée. L'exportateur ne peut plus se servir de cette partie de la marge pour acheter des stocks ou pour payer d'autres charges visant à générer des ventes et à générer des comptes clients. Si la marge de crédit est complètement utilisée, l'acompte lui-même est parfois bloqué pour garantir la lettre de crédit. Cette dernière option est quelque peu redondante car l'acompte est nécessaire pour payer la construction du voilier. Espérons que l'entreprise a des actifs à donner en garantie pour la lettre de crédit. Sinon, il n'y aura pas de lettre de crédit, pas d'acompte, de modalité de paiement en 3 versements, ni sans doute de contrat. Dans cet exemple, supposons que la lettre de crédit peut être émise. Le contrat est signé. La vente a lieu, l'acheteur est satisfait de sa nouvelle acquisition et commande un 2e bateau l'année suivante, puis un 3e l'année d'après. Le voilier gagne en popularité dans les marinas de la République étrangère et dans les pays voisins. L'acheteur et l'exportateur, qui voient là une belle occasion avec ce nouveau marché, décident de conclure un partenariat pour construire des voiliers en République étrangère et les vendre aux marinas de la région. Chaque partie prend en charge la moitié des coûts d'établissement de l'usine qui s'élèvent à 10 millions de dollars. En plus des coûts d'établissement, le partenaire canadien met à disposition son savoir-faire en fabrication, tandis que le partenaire local apporte ses connaissances du marché. Les activités vont bon train, l'entreprise atteint seuil de rentabilité dès la première année, réalise un petit profit la 2e année et enregistre d'excellents bénéfices les 3e, 4e et 5e années. Dépendant de la santé politique et financière de la République étrangère, l'investissement à l'étranger de l'exportateur pourrait être exposé à certains risques. Par exemple, à la 5e année, l'exportateur aimerait que son entreprise étrangère profitable verse des dividendes à la maison mère au Canada. Malheureusement, le pays a connu de sérieux problèmes financiers ces dernières années et la Banque centrale de la République étrangère peut difficilement obtenir des dollars américains ou des euros, les devises fortes les plus répandues. L'exportateur ne peut donc pas convertir les devises locales en devises fortes, ni sortir les devises fortes du pays. Parfois, certains pays instaurent des mesures fiscales ou autres qui visent les entreprises étrangères. Ces mesures grèvent la rentabilité des opérations des entreprises étrangères et les forcent à fermer leurs portes, ce qui cause une perte de leur investissement. Dans d'autres rares cas, le pays peut tout simplement nationaliser les entreprises et forcer les propriétaires à renoncer leurs parts et actifs ou à vendre à un prix très bas. Voilà les types de risques auxquels sont exposés les investissements étrangers. Avant de parler des nuages qui planent au-dessus de la forêt, résumons nos propos jusqu'à présent. Premièrement, la relation commerciale commence avec la transaction, qui est décrite dans un contrat. Deuxièmement, les flux entre l'exportateur et l'acheteur ne sont pas synchrones, ce qui cause du stress et des risques possibles. Troisièmement, parfois les exportateurs doivent apporter aux acheteurs des garanties liées à leur performance. Et la quatrième, parfois les exportateurs investiront à l'étranger pour accéder à de nouveaux marchés, recourir à de nouveaux fournisseurs ou saisir d'autres occasions.
La météo a des répercussions sur toutes les forêts. Bien sûr, celle-ci n'échappe pas à la règle. Les nuages flottent au-dessus de la forêt. Ils ne font pas partie de la forêt, mais ont une influence sur elle. On dénombre 3 types de nuages. Les nuages blancs sont jolis, cotonneux, comme des oreillers. Ils nous protègent parfois du soleil aveuglant. Ce sont des nuages de beau temps qui nous permettent d'aller en pique-nique ou à la plage en famille. Les nuages gris sont menaçants et donnent matière à réflexion. Leur évolution est incertaine. Vont-ils se disperser pour devenir blancs ou se transformer en nuages noirs? Pour leur part, les nuages noirs peuvent annoncer une tempête ou s'accompagner d'éclairs qui sont tout à fait capables de détruire certaines parties de la forêt. La couleur d'un nuage dépend de votre perception du nuage. Nous verrons pourquoi plus tard. Il ne faut pas les ignorer. Si vous le faites, ils peuvent vous prendre au dépourvu et les événements en découlant risquent de menacer votre survie dans la forêt. Le premier nuage concerne les règlements et les politiques du Canada. En quoi l'accord du libre-échange nord-américain ou l'ALENA a-t-il influé sur vos activités? L'ALENA peut s'avérer un très bon accord pour votre entreprise. Il s'agit alors d'un nuage blanc. Dans le cas contraire, ce nuage pourrait être gris, voire noir. Si le mois précédant la livraison du voilier, le Canada annonce soudainement un embargo commercial sur les produits à destination et en provenance de la République étrangère, en raison de son bilan sur les droits de la personne ou autre, le nuage serait très noir pour notre exportateur. Par contre, le même nuage pourrait être très blanc et cotonneux pour le voisin qui applaudit l'action du gouvernement. Le pays dans lequel vous vendez ou investissez dispose également de règlements et de politiques qui pourraient nuire à vos échanges commerciaux dans ce pays. Les fabricants canadiens de matériel de transport doivent ainsi respecter la loi achetée américain. Cette loi exige, par exemple, les fournisseurs étrangers d'autobus et de trains pour les commissions américaines de transport d'acquérir certaines pièces aux États-Unis afin que 60% de la valeur de l'équipement provienne du pays. Il faut aussi assembler le produit final aux États-Unis. Un autre exemple, si vous construisez un bateau remorqueur pour un client au Danemark, le bruit dans la cabine ne doit pas dépasser, selon leur règlement, un certain nombre de décibels. Le respect de la réglementation locale est une condition préalable pour pouvoir accéder à ces marchés. Un autre nuage est celui des organisations non gouvernementales, ou ONG. Les ONG jouent un rôle important et grandissant dans le fonctionnement du commerce international pour bon nombre de secteurs, surtout ceux qui font face à des enjeux sur le plan de l'environnement ou des droits de la personne. Si vous êtes sur la même longueur d'onde que les ONG, le nuage est blanc. Si leur influence menace la signature d'un contrat ou votre façon d'exercer vos activités, le nuage pourrait devenir gris ou même noir. Les institutions financières internationales agissent sur le développement de la forêt en appuyant des projets qui, sans elles, n'obtiendraient pas l'appui des marchés financiers purement commerciaux. Citons notamment la Banque mondiale, les organismes de crédit à l'exportation et les banques de développement régional. Le 5e nuage représente les règlements et accords internationaux qui agissent également sur le développement de la forêt. L'Organisation mondiale du commerce, ou l'OMC, est un bon exemple d'organisation visant à uniformiser les règles du jeu commercial pour les pays membres. Elle peut influer sur la croissance de certaines parties de la forêt. En quoi consiste à présent l'interaction entre Exportation et Développement Canada et la forêt? Le gouvernement du Canada a fondé EDC pour aider les exportateurs à faire partie de la forêt et à s'y développer. EDC n'est ni un arbre ni un sentier. Elle offre plutôt des solutions à ceux qui passent par un sentier incertain, difficile ou même dangereux. L'une des solutions d'EDC est le financement. Vous souvenez-vous des différentes sources de financement dont disposait l'acheteur étranger pour faire l'acquisition du voilier? EDC est l'une d'entre elles. EDC peut être une source de financement non seulement pour les acheteurs étrangers de biens et services canadiens, mais également pour les exportateurs et entreprises canadiennes qui élargissent leurs activités en investissant à l'étranger. En 2009, EDC a, par exemple, accordé près de 12 milliards de dollars en financement, de manière directe,
ou en garantissant une institution financière qui offrait le financement. La plupart des gens ont du mal à concevoir l'importance d'1 milliard de dollars. Pensez-y quelques secondes. En fait, en parlant de secondes, combien de temps metteriez-vous pour compter jusqu'à 1 milliard à raison d'un chiffre par seconde? D'après vous, 1 mois, 1 an, 2 ans? Eh bien, si vous prenez votre calculatrice, vous verrez qu'1 milliard de secondes équivaut à un peu plus de 31 ans et demi. Il s'agit donc d'un très grand nombre. Mais revenons à notre forêt. Lorsque l'exportateur a fait appel à son institution financière pour obtenir un financement à court terme qui lui permettrait d'assumer les coûts de construction du voilier, l'institution a autorisé à l'emprunteur jusqu'à 75% des créances domestiques de l'entreprise. Grâce à la police d'assurance compte client qui peut être assignée à l'institution, l'exportateur peut habituellement emprunter jusqu'à 90% des comptes clients domestiques et étrangers. Dans le cas présent, il s'agit d'une augmentation de 300 000 $ du financement disponible à court terme. Autre avantage de la police, si l'acheteur ne paie pas le montant dû à l'exportateur assuré, la police couvre 90% de la perte de ce dernier. En 2009, EDC a appuyé des exportations pour près de 59 milliards de dollars grâce à ce genre d'assurance. Souvenez-vous que l'exportateur devait grever certains actifs pour la lettre de crédit. L'acheteur pouvait ainsi compter sur le remboursement de son acompte si l'exportateur faillissait à sa tâche. EDC peut remplacer le nantissement par une garantie auprès de l'institution financière. Si l'on se sert de la lettre de crédit et que les fonds seront restitués à l'acheteur, EDC remboursera le montant déboursé à l'institution financière. C'est l'une des garanties de bonne fin qu'offre EDC. En 2009, EDC a versé plus de 9 milliards et demi de dollars dans le cadre de cette solution pour venir en aide aux exportateurs. EDC propose une assurance risque politique aux entreprises qui investissent à l'étranger afin de les protéger des pertes découlant, par exemple, d'une expropriation manifeste ou latente, ou encore de l'incapacité de convertir la devise locale en devise forte, ou de sortir des devises fortes du pays hôte. En 2009, EDC a offert des assurances risques politiques pour plus de 2 milliards et demi de dollars. En 2009, les solutions de financement et d'assurance offertes par EDC aux participants de la forêt du commerce international représentaient au total 83 milliards de dollars. Vous conviendrez, je l'espère, qu'une intense activité règne dans la forêt, aux multiples arbres, sentiers et flux sur les sentiers. Des entités comme EDC facilitent les flux qui ont lieu sur les sentiers et sous les nuages, qui affectent la croissance globale de la forêt. Il est important que vous trouviez votre sentier sur la carte et si vous vous accrochez à votre arbre, car c'est là où vous excellez, ou si vous êtes perdu dans la forêt, que vous puissiez faire le point, reconnaître où vous êtes et poursuivre votre route. Merci à tous. Je vous souhaite de réussir dans la forêt du commerce international.